Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 films d'horreur folklorique que j'ai classés plus ou moins en fonction de mes préférences. La particularité de ce top 10, c'est que je me suis cassé la tête pour trouver 10 films provenant de 10 pays différents et aussi accessoirement des films moins connus, pour la plupart, que les grands classiques. Bien sûr, s'ils sont dans cette vidéo, c'est qu'ils m'ont plu, ou qu'au minimum ils ont suscité ma curiosité. Je vous préviens, il y a de vraies pépites et aussi des ovnis cinématographiques. Et je parierais que la plupart d'entre vous ne connaissent pas plus de la moitié des films de cette sélection. Je tiens à préciser bien sûr que je ne vais spoiler aucun de ces films, et d'ailleurs je ne vais pas énormément m'attarder sur chacun pour éviter que la vidéo dure 3 plombes. Et pour une fois, j'ai veillé à ce que chacun de ces films soit accessible sur internet, que ce soit sur des plateformes payantes ou même parfois en accès gratuit. Avant de commencer, je vais quand même définir brièvement ce qu'on appelle la folk horror dans le jargon cinématographique du cinéma horrifique et fantastique. La folk horror est un sous-genre mettant en avant des histoires qui ont pour thématique centrale des rites, des croyances et des créatures faisant partie d'un imaginaire local ou étant distinctes des grandes religions monothéistes. Bon, pour faire simple, ce sont tous les films avec des sectes, du satanisme, de la magie et des monstres tels que le Bigfoot, la Dame Blanche, le Loch Ness, etc., etc. En gros, tout ce qui est local est considéré comme étant païen ou même occulte. Le genre a des thématiques récurrentes telles que l'isolement, la puissance de la nature et le christianisme. On a souvent un clivage avec la campagne qui est associée au folklore et les personnages principaux qui viennent de la ville et qui se heurtent à sa puissance. Le schéma narratif de base nous présente des protagonistes qui sont pris au piège par une secte ou par une créature magique en allant dans son territoire. Mais vous allez voir qu'il y a plein de films qui s'éloignent quand même pas mal de cette base. Vous l'aurez compris, les limites du genre sont floues et il peut être confondu ou mélangé avec d'autres genres tels que le film de monstres ou le film de fantômes notamment. Au cinéma, il y a deux grandes époques de la folk horror. La première est celle de son essor dans la fin des années 60 et au début des années 70, avec des films principalement britanniques, et le symbole de cette période est The Wicker Man, sorti en 1973. C'est ce film qui a construit l'imaginaire de la folk horror qu'on a tous en tête. Ensuite, même s'il y a eu d'autres films entre-temps, la seconde grande période de la folk horror au cinéma est contemporaine, notamment depuis la sortie de Midsommar en 2018, qui est un excellent film qui a pas mal de points communs avec The Wicker Man. Aujourd'hui, ce sont principalement les productions américaines, mais aussi et surtout les productions des pays nordiques qui se sont emparées du genre avec brio. Je peux citer The Witch, Hérédité, Men, Le Rituel, Trollhunter, ou un peu plus ancien Le Village, Hot Fuzz ou encore le projet Blair Witch. Donc maintenant qu'on a posé les bases et qu'on a cité les plus grands classiques, on va aller explorer d'autres films provenant du monde entier. On commence avec une véritable petite curiosité parce qu'il s'agit, sauf erreur de ma part ou de films complètement perdus, du seul film d'horreur de l'Union soviétique. Enfin, même si selon moi c'est bien plus un film fantastique qu'horrifique. Vij ou Vi, alors aucune idée de comment ça se prononce, je vous avoue, est l'adaptation des récits du célèbre romancier russe d'origine ukrainienne Nicolas Gogol. Alors là aussi, je sais pas vraiment si ça se prononce comme ça. L'histoire de ce film est très simple, le récit se déroule au Moyen-Âge. On suit des séminaristes orthodoxes qui profitent de leurs vacances pour aller gambader dans les campagnes ukrainiennes. 3 d'entre eux, après une énième beuverie, décident d'aller passer la nuit chez une vieille paysanne. Notre personnage principal du nom de Koma finit par se bagarrer avec la vieille dame, tout en découvrant qu'il s'agit d'une sorcière et en finissant par la tuer. Peu de temps après, ne voulant pas avouer ce qui est arrivé, il va être contraint d'aller réciter des prières sur son lit de mort pendant 3 nuits consécutives dans l'église d'un village reclus. Et bien sûr, ça va mal se passer. Ce début de film a des airs de comédie, un peu loufoque et même burlesque parfois. Et le reste est un peu plus sérieux, même si on sent que l'absurdité de ce film est totalement assumée. On constate une véritable maîtrise du cadrage, les plans sont fixes et assez jolis. C'est très classique, voire scolaire. Mais là où le film a suscité mon intérêt et m'a vraiment sincèrement fait passer un bon moment, c'est durant ces scènes fantastiques, donc ces fameuses 3 nuits dans l'église. Là, on est dans une réalisation bien plus dynamique et inventive, avec des effets pratiques et des costumes venant du temps de Méliès, avec un charme poétique intemporel. Je ne vais bien sûr pas tout vous montrer ici, mais ce sont des séquences qui sont dignes d'un bon vieux train fantôme en fait. Et c'est ça qui vaut que ce film vaut le coup d'œil, même si les 3 quarts du temps, on voit les rails, les ficelles et les vitres qui servent au trucage. Pour résumer, c'est kitsch, c'est loufoque, c'est pas très bien fait, mais j'aime beaucoup personnellement cette proposition artisanale et drôle. La morale du film est un poil communiste, mais elle a du sens et on peut l'interpréter avec quand même pas mal d'ironie.
Avec The Wicker Man et La Nuit des Maléfices, le Grand Inquisiteur fait partie de la trinité de l'âge d'or britannique du folk horror. Même si ce n'est pas un grand film, je l'ai bien aimé et il est assez original, donc il mérite sa place dans ce top. C'est avant tout un film d'inquisition, donc sur la chasse aux sorcières. Cependant, on a affaire à un subtil mélange de genres. C'est un thriller qui emprunte certains de ses codes au western et au rape and revenge, le tout dans une Angleterre moyenâgeuse en pleine guerre civile. Ce mélange est logique puisque, comme son titre l'indique, l'antagoniste est Matthew Hopkins, un chasseur de sorcières qui prétend tuer au nom de l'église de village en village. L'histoire commence avec John, un soldat vertueux épris de Sarah avec qui il compte bien se marier d'ici peu. Cependant, il suffit d'un moment d'absence pour que notre grand inquisiteur, personnage apathique, cruel et sanguinaire, vienne détruire la vie de Sarah. Lorsque John apprend cela, il va vouloir se venger en récoltant la tête des tortionnaires. La narration du film est assez classique et donc assez prévisible, mais la violence est suffisamment cruelle et gratuite pour qu'on soit embarqué avec le héros pour aller venger sa femme et au passage arrêter le massacre en cours. La première partie est moins palpitante mais nécessaire pour ensuite rentrer dans la phase de vengeance. Le film a un ton assez sérieux et dramatique. Il nous dépeint ce qu'était la chasse aux sorcières de manière, je pense, réaliste, même si parfois le surjeu des acteurs entache l'immersion. Donc chacun de vous sera attaché suivant la règle prescrite et plongé dans l'eau des douves. Si vous coulez, la preuve sera faite que vos aveux étaient sans fondement. Par contre, s'il est dûment constaté qu'une fois immergé, vous nagez ou vous flottez, dans ce cas, vous serez retiré de l'eau, livré au bourreau et serez pendu jusqu'à ce que mort s'ensuive. Malgré un montage assez kitsch, les plans sont très bien composés, certains semblables à de petits tableaux aux couleurs assez saturées et contrastées. La lumière est brute et ne met pas forcément en valeur les personnages, ce qui fait sens dans un climat d'insécurité constante. L'inquisiteur est associé au contre-plongée, ce qui souligne son regard démoniaque. Et c'est assez paradoxal pour un personnage censé agir au nom du bien. Sauf qu'il suffit de quelques mots, de quelques dialogues pour comprendre que l'Inquisition n'est qu'un prétexte pour s'enrichir sur le dos de la paranoïa, tout en profitant des vivres et des femmes sur son chemin. En gros, les inquisiteurs se sentent tout permis et ils en ont pleinement conscience. Ils agissent en toute impunité, profitant du climat politique instable du pays. N'oublie pas, John Stern, je ne t'accepte que parce que tu m'aides à remplir ma mission. Et t'appelles ça une mission, toi? C'est une noble tâche de servir le Créateur. Profitable, surtout. Dieu te paie assez cher pour chaque pendaison. Tu blasphèmes, tu as tort, prends garde. Dès les premières minutes, on se doute bien qu'il n'y aura aucun sort, aucun rituel, ou encore moins de potions magiques dans ce film. Seulement des victimes d'une superstition collective. Sans rien vous dire, la fin du film est une véritable explosion. Et en prenant un peu de recul, elle résume quand même assez bien cette période sombre de l'histoire anglo-saxonne. En 2019 sortait La Malédiction de la Dame Blanche, un film insipide faisant partie du célèbre Conjuring-verse. Eh bien figurez-vous que la même année, un autre film qui adapte plus ou moins le même mythe est sorti et est totalement passé sous les radars. La Llorona ramène ce mythe originaire d'Amérique latine dans l'un de ses pays de sa région natale, le Guatemala, en le revisitant de manière moderne pour aborder un sujet historique d'actualité. Enrique Monteverde est un homme âgé et malade. Il vit dans sa grande maison bourgeoise avec sa famille et ses domestiques. C'est un ancien dictateur du Guatemala entendu lors d'un procès pour génocide du peuple maya. À l'issue de ce procès, il n'est pas reconnu coupable et forcément les tensions dans le pays et surtout autour de lui sont à leur comble. Cette famille bourgeoise se retrouve recluse dans leur maison, encerclée de manifestants d'origine maya, demandant justice. Papy fait face à des hallucinations très étranges, mamie a des terreurs nocturnes, et la petite fille se lie d'amitié avec la nouvelle servante qui est assez mystérieuse. Et tout ça semble lié à une entité qui a l'air de vouloir du mal à la famille. ¿Qué dicen? Nada. Le manque de moyens de ce film ne se ressent absolument pas. On a une mise en scène simple mais efficace, avec une majorité de plans fixes, et des zooms très lents renforçant l'enfermement des personnages. La noirceur est présente dans l'image elle-même, tout est désaturé, sombre, et on a quasiment tout le long un vignettage très marqué sur les plans. Et en particulier la nuit, où une aura maléfique plane sur cette famille. Vous l'aurez sans doute compris, mais ce film utilise le mythe de la Dame Blanche pour symboliser la culpabilité qui refait surface et hante les personnages. Ça évoque aussi les conséquences sur les générations postérieures qui souffrent indirectement des actes du grand-père. Malgré de grosses ficelles narratives, un message peut-être trop évident qui gagnerait en impact en étant plus subtil, et une tension horrifique pas toujours vraiment efficace, on ne peut que saluer le geste du cinéaste qui utilise le folklore traditionnel et le cinéma de genre pour faire connaître au grand public les malheurs bien réels qu'a connus son pays.
Il s'agit du premier succès du réalisateur de The Truman Show et du Cercle des poètes disparus. Ce n'est pas un film d'horreur à proprement parler, mais il a le fameux schéma narratif qu'on évoquait en début de vidéo. Le jour de la Saint-Valentin en l'année 1900, les élèves d'un internat pour jeunes filles vont pique-niquer à Hanging Rock, une formation rocheuse au milieu du bush australien. Pendant l'après-midi, 3 d'entre elles partent explorer les rochers, elles aperçoivent des gens étranges en tenue de cérémonie, puis disparaissent. L'atmosphère de ce film est douce, les couleurs tendent vers le fuchsia, la réalisation est fluide, sobre, elle a tendance à se faire oublier. Ces jeunes filles semblent vivre dans une bulle de douceur et de mondanité. Cependant, ces disparitions perturbent cette tranquillité, malgré toutes les tentatives des enseignantes d'un retour à la normalité. On sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette école. Les quelques passages où on voit des personnes s'approcher des rochers sont étranges. Le sound design devient inquiétant et les plans oppressants. De plus, la furtivité de ces passages par rapport à la globalité du film les rendent d'autant plus perturbants. Ce film est rempli de mystères, de choses qu'on ne voit pas et de non-dits. Le spectateur n'est pas pris par la main et doit interpréter ce qu'il se passe. Et c'est ça qui rend l'expérience si intéressante et dérangeante. Après l'avoir vu, je ne savais pas si j'avais aimé, et puis ce film m'a fait cogiter. Il reste en tête. Sa part de mystère est indétachable de son sujet profond, en tout cas de celui que je lui ai trouvé personnellement. Pour être un peu plus clair, sans spoiler, ce film a largement inspiré Virgin Suicide de Sofia Coppola. Il est volontairement frustrant et lorsqu'on comprend réellement de quoi il parle, il fait froid dans le dos. Le fait qu'on ne nous explique pas tout nous fait imaginer tout un tas de choses et surtout le pire. Brandon knows lots of things other people don't know. Secrets. On retourne en Amérique latine pour parler d'un film qui cette fois-ci prend une légende mexicaine aux aspects très métaphoriques pour l'adapter et la transposer à des thématiques plus modernes. La Huesera est une légende qui raconte le destin d'une femme qui récolte des os pour donner naissance à un loup qui lui-même va se transformer en femme en courant vers l'horizon. Dans ce film, on a le point de vue de Valeria qui réalise enfin l'un de ses plus grands rêves, tomber enceinte. Sauf que sa joie est de courte durée puisqu'elle est victime d'angoisse, de doutes et d'hallucinations absolument atroces. L'imaginaire / fantastique s'entremêle avec la pression sociale que subit Valeria. ¿Estás contenta? Feliz. ¿Y eso que no te gustan los niños? ¿Cómo no le van a gustar? ¿Cuándo le has visto cargar uno de estos? L'un comme l'autre viennent progressivement lui pourrir la vie et tout ça prend de plus en plus d'ampleur. On ne sait pas vraiment si elle est hantée par une entité malveillante ou atteinte d'une maladie mentale. Pour un premier film, la réalisatrice réussit plutôt bien son coup. Son style est principalement naturaliste avec une caméra épaule et une photographie qui imite la lumière naturelle. L'autre tendance du film est plus oppressante, elle joue avec les surcadrages et avec les décors, faisant apparaître la menace naturelle, ainsi que des visions surréalistes, angoissantes. Et je peux vous dire que ça marche plutôt bien. L'omniprésence des os qui craquent est assez crispante, que ce soit au niveau visuel ou même sonore. Et ça confère au film des aspects de soft body horror parfaitement intégrés au reste. Malgré des acteurs pas toujours au top, un côté répétitif et un climax assez pompeux je trouve, ce film a le mérite de parler d'un sujet important et universel, à savoir une grossesse qui se passe mal pour des raisons que je ne vais pas vous dévoiler. Je peux juste vous dire qu'elles ont pour origine un conformisme oppressant et bien présent dans une société aussi conservatrice que celle du Mexique. Ce film est produit par Na Hong-jin, connu pour avoir réalisé un grand film de folk horror dont on avait déjà parlé sur la chaîne, The Stranger. Je me suis donc intéressé à deux médiums en espérant qu'ils soient bien pour pouvoir vous parler d'autre chose. Et effectivement, à part une affiche et une photographie similaires, le film se démarque plutôt bien du cultissime The Stranger. Il s'agit d'un faux documentaire de type Netflix avec une équipe de journalistes qui partent s'intéresser aux chamans au nord de la Thaïlande et en particulier à la transmission des pouvoirs. Dans la première partie du film, on suit la chamane Nim, possédée par l'esprit Bayan qui lui confère ses pouvoirs. Dans la forme, ça ressemble à un documentaire très standardisé. Il y a quelques éléments étranges pouvant être interprétés comme surnaturels ou fantastiques, mais c'est tout. กลายเป็นได้สวดมนต์ทุกวันทำพิธีแล้วก็มีคนมาหามาให้เราช่วยนะเพราะว่าคนเขาเดือดร้อนมาเนี่ย
แต่ว่าทุกวันนี้ก็ต้องถือว่าดีมากสบายมาก Puis, le film glisse doucement vers l'horreur et le found footage plus brut quand on se rend compte que la nièce de Nîmes est possédée. On se demande alors s'il s'agit de l'héritage des pouvoirs de sa tante ou de notre esprit malveillant. En fait, la forme du film change en même temps que son genre, et j'avoue que j'ai particulièrement apprécié cet aspect. Malheureusement, le film a ses défauts, il est trop long, chaque partie pourrait être largement raccourcie, on est un peu dans la surenchère. De plus, la disposition des caméras, ce qui est essentiel dans un found footage, est parfois illogique, et laisse place à des facilités scénaristiques ainsi qu'à du sensationnalisme. J'ai quand même mis ce film en 5e position pour la simple et bonne raison qu'il m'a fait peur. C'est assez rare pour le souligner, et donc pour moi c'est un véritable atout malgré tous ses défauts. Les jumpscares utilisent des techniques qu'on a déjà vues dans des centaines de films, mais écoutez, ça a marché sur moi donc je ne peux qu'applaudir. On continue avec un autre found footage méconnu qui nous provient du cinéma indépendant américain. Frogman, c'est un film que j'ai découvert il y a quelques mois, je ne m'attendais à rien et j'ai pris une petite claque. On suit l'aventure d'un cinéaste en herbe qui décide d'embarquer ses amis d'enfance dans le fin fond de l'Ohio pour trouver une créature qu'il pense avoir filmée malgré lui pendant son enfance. Contrairement à ses deux potes, lui il est persuadé de l'existence de ce fameux homme grenouille. Et il compte bien documenter ça pour le montrer au monde entier. Et justement, pendant une bonne partie du film, on se demande si cette créature existe vraiment, ou si cette excursion n'est qu'une excuse, qu'un prétexte pour renouer des liens avec ses amis. Et il y a une ambiance assez légère au premier abord, on est dans une comédie. Was this your vision of your epic quest to find Frogman? This is pretty cool, you have to admit. It is pretty cool. Maybe we just call it quits after this. Mais le film cache bien son jeu et réserve de sacrées surprises à la fois à ses personnages et aux spectateurs. Ce qui est bluffant et renforce d'autant plus l'immersion, c'est que le montage rend chaque plan, chaque changement de caméra cohérent et justifié. L'immersion est aussi grandement renforcée par des personnages attachants, bien écrits et bien interprétés. C'est un film à la fois sur l'amitié et sur la création cinématographique en elle-même. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus, et je ne vous dirai surtout pas si Frogman existe vraiment. Alors même si c'est vrai qu'il ne réinvente pas le genre, je trouve que ce film est injustement taclé par la critique sur internet. Il est malgré tout soigné et bien plus profond qu'il en a l'air. Et au cas où vous vous posiez la question, oui, la légende de l'homme grenouille existe bel et bien dans le folklore américain. You can't leave me here. I'll be right back. You can't. Axan est un documentaire dano-suédois muet, sorti en 1920. Et attendez, ne partez pas, je vous assure que c'est un chef-d'œuvre, qu'il se regarde tout seul et que sans exagérer, il a au moins 60 ans d'avance sur son temps. Déjà, pour comprendre de quoi il parle, le titre français, La sorcellerie à travers les âges, est bien plus évocateur. Effectivement, ce docu-fiction expose les différentes perceptions de la magie en Occident en 7 chapitres. On commence avec des perceptions de l'univers à l'Antiquité, puis celles du paradis et de l'enfer au Moyen-Âge. Ensuite, le diable et ses disciples nous amènent à nous concentrer sur les sorcières. Puis ensuite, on s'attarde sur la période de l'Inquisition, on parle de possession. Et enfin, dans la dernière partie, on évoque l'époque contemporaine au film, les années 20. Le réalisateur crée un véritable parallèle entre sorcellerie et méconnaissance des maladies mentales et même parfois physiques. Ce film déconstruit toutes les croyances aux sorcières, nous montre à quel point tout n'est que supercherie, que ça a toujours été une boucle infernale qui alimente une paranoïa collective, dont les principales victimes étaient les femmes. Toutes les femmes. Ce film est unique puisqu'il adopte plusieurs formes. Au tout début, on a affaire à un exposé très simpliste qui utilise des maquettes et des illustrations picturales. Ensuite, on est principalement dans des petites fictions aux airs fantasmagoriques. C'était à son époque le film le plus cher produit par le cinéma nordique, et encore aujourd'hui on remarque la beauté et la poésie de sa photographie, de ses costumes et de ses effets pratiques. Alors oui, on peut lui reprocher d'être parfois un peu trop simpliste dans ses explications, d'avoir un peu trop de texte affiché à l'écran avec des sous-titres qui défilent parfois un peu trop vite, ce qui fait qu'on n'a pas forcément le temps de lire, et des musiques que j'ai pas trouvées incroyables. Mais malgré tout ça, j'ai adoré ce film. Il est par moments drôle, il y a des images assez osées pour l'époque, et même parfois il va jusqu'à briser le 4e mur. En 1922 quand même.
Et surtout le plus important, c'est qu'à travers son message, il essaye de rendre justice à tant de personnes qui ont souffert de l'ignorance et de la violence des hommes de pouvoir. Le propos est assez radical, il critique ouvertement la religion, ce qui a d'ailleurs valu une certaine censure à ce film. Si on met de côté sa forme, ce qui est beau dans ce film, c'est qu'il a pleinement conscience de ce qu'il est, de ce qu'il ose dire, et à la fin, de ce qu'il ignore encore sur le monde. Le réalisateur n'a pas la prétention d'avoir la solution à tous les problèmes, il constate juste que les hospices ont remplacé les bûchers. On reste dans le folklore nordique, cette fois-ci en Islande, et on fait un bond de 100 ans en avant. Lamb est un film que j'avais vu à sa sortie et qui m'avait vraiment marqué. On se retrouve dans la campagne, pour ne pas dire le désert islandais actuel, en compagnie d'un couple d'éleveurs de moutons qui un jour vont recueillir chez eux un enfant avec une tête d'agneau. Dans sa première partie, le film met l'accent sur une atmosphère pesante due à l'isolement des protagonistes. On se situe entre naturalisme et mysticisme en faisant une fixette sur les décors naturels et le foyer semblant presque plus vivant que les personnages. On nous présente le quotidien du couple ainsi que toutes les thématiques sous-jacentes. L'amour, la parentalité et le deuil. Le film est d'abord peu bavard, on déduit avec des objets, des gestes, des regards, des lieux, que le couple a souffert et qu'ils attendent une nouvelle lueur d'espoir dans leur vie assez morne. Cette créature qui fait éruption dans leur vie est potentiellement un nouveau départ pour eux, mais elle remue aussi pas mal d'éléments du passé et des questions d'ordre existentiel. Ce qui pourrait en décevoir plus d'un au visionnage de ce film, c'est que malheureusement, on tombe assez facilement dans le drame humain et familial assez classique. Pourtant bien présente au début, le film délaisse peu à peu la mythologie et le fantastique, alors que c'est quand même assez intriguant. Je veux dire déjà au vu du pitch, voilà. Et c'est bien dommage puisqu'il en est de même pour l'ambiance et la forme qui abandonnent l'étrange et fait place au dialogue. Néanmoins, le début et la fin du film sont suffisamment déroutants pour que ça reste en tête longtemps après le visionnage. Je vous conseille vivement ce petit film fantastique, assez facile à trouver pour le coup. Par contre, il faut vraiment faire attention aux spoilers visuels. Car moi je fais l'effort de pas trop vous en montrer, mais ce n'est pas le cas de tout le monde sur internet. Le Japon est un pays qui regorge d'histoires fantastiques liées au folklore local, mettant en scène principalement des fantômes. Certaines d'entre elles ont déjà été adaptées au cinéma, ce qui a donné naissance à un genre à part entière. Kwaidan est un classique du genre et il adapte 4 histoires différentes. La chevelure noire, la femme des neiges, Oishi et Dans un bol de thé. Les représentations des esprits sont assez différentes de celles qu'on peut avoir en Occident. J'avoue ne pas encore avoir vu assez de films du genre pour bien les saisir, mais j'ai l'impression que ces fantômes peuvent se matérialiser physiquement, avoir un corps palpable et ainsi une présence indicible dans la banalité du quotidien. Ils peuvent aussi s'immiscer dans les éléments de la nature et dans les objets. Parfois, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont, et d'autres fois, ils peuvent carrément créer des hallucinations dans l'esprit des vivants. Certains ont d'autres pouvoirs, ils peuvent figer notre souffle, ou littéralement nous blesser physiquement par exemple. Les 4 contes que nous présente Kwaidan se déroulent dans un Japon féodal à différentes époques. La mise en scène des décors est impressionnante, c'est une véritable fresque qui défile sous nos yeux. Car ce n'est pas pour représenter des lieux et des événements historiques, ces décors sont envoûtants, car ce sont littéralement des personnages. Chaque conte installe progressivement une sorte d'étrangeté impalpable dans l'esprit du spectateur, puis surgit l'effroi quand l'étrange se rend visible. C'est une horreur lente et discrète. La menace fantomatique est déjà là, sans que les personnages ne le sachent, et sans qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit. Les 2 premiers contes ont en commun une figure féminine et un jeu avec le décor plus évident, ils sont tout simplement magnifiques. Les 2 autres sont saisissants, car il y a une vraie mise en abîme entre des conteurs d'histoire et leur propre histoire qui s'avère être un piège. Kwaidan est certainement l'une des meilleures façons de se plonger dans le folklore japonais, d'en ressentir la peur qui est distillée de manière lente et sournoise.
Voilà, c'était ma sélection de films de folk horror du monde entier. J'espère que vous avez passé un bon moment et que j'ai réussi à susciter votre curiosité. Si ça vous a plu, vous savez comment me soutenir et me remercier, en likant, en partageant, en mettant un commentaire et en vous abonnant si la chaîne vous intéresse. Si je vois que cette vidéo fonctionne et qu'elle vous plaît, je serai chaud pour faire un autre épisode. Il y a encore pas mal de matière, que ce soit dans les pays qu'on a déjà cités, il y a d'autres films, ou aller dans d'autres pays voir d'autres films. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à en proposer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.